Alors, nous sommes au Grand Balcon de Toulouse, qui était l'hôtel des pilotes de la ligne. À l'époque, c'était une modeste pension de famille tenue par trois demoiselles, des vieilles filles. Aujourd'hui, c'est un splendide hôtel 5 étoiles, avec quelques vestiges du passé, comme le carrelage, l'ascenseur ou la chambre 32 qui a été la chambre de service. Bonjour Philippe. Salut. Tu es un ancien pilote de l'armée issu de la prestigieuse promotion 8006, l'escadron de légende, juste après l'escadrille de Sillon. Peut-on dire que tout a commencé à Toulouse? Soyons modestes. Oui, oui, effectivement. Alors, comme tu sais, Dali trouvait que le centre du monde passait par la gare de Perpignan. Depuis, il y a des scientifiques qui ont démontré que le Big Bang s'est propagé depuis, à partir du Cap Houl, à 2 pas d'ici d'ailleurs, à 2 pas du Capitole et du Grand Balcon. Ça fait 15 milliards Non, d'années quand même. Ah oui, oui, Ouais, ça fait 13 milliards, je pense. Oui, 13 milliards d'années 13 après. milliards d'années. Et oui. Oui, 13 milliards d'années après. Il se trouve que pendant la Première Guerre mondiale, l'industriel Latécoère reçoit une commande pour fabriquer des avions de guerre. Ah, d'accord. Et en fait, ils ont fabriqué des avions de guerre ici parce que c'était le nom du front, c'est ça? Voilà, donc effectivement, à l'époque, en 14, Toulouse étant loin du front, ne risquait pas de se faire bombarder, et donc c'était le meilleur endroit pour construire des avions. Et c'est là que tout a démarré en fin de compte. Seulement, la guerre a pris une fin, mais que faire de ces avions à cette époque-là? Si ce n'est pour s'amuser, ou il n'y avait pas tellement de choix. Et c'est là que la Latécoère a eu une riche idée. Il a transformé ces avions de guerre en avions de la postale, de poste, pour acheminer le courrier plus rapidement, plus rapidement, pour accélérer l'acheminement du courrier. Notamment, il va lui se démarrer en faisant des lignes, la ligne, ce qu'on appelle la ligne, Toulouse-Barcelone, en vol direct, qui va prendre les commandes lui-même d'ailleurs pour acheminer tout ça. Et c'est le départ de la célèbre histoire de la ligne postale. Et tout ça, ça a débuté juste après la guerre. Je crois que même Juste après, il a fait ça en 1918. 18, ouais, juste à la fin. D'accord. Mais les avions, qu'est-ce qu'on fait? À cette époque-là, un avion ne servait pas à grand-chose, si ce n'est à la guerre. Et après, ça pour faire des figures, ça. D'accord, super. Et alors, on me présente que les demoiselles, là, il en reste encore une là. Tu la vois là-bas, celle-là? C'est encore une demoiselle là, qui, à mon avis, c'est une indique de Didier Dora. Oui, on disait que les demoiselles étaient des indiques de l'Intécoère. Elles surveillaient les pilotes. Ouais, ben ouais, il y avait peut-être des accords entre le chef, c'est Didier Dora, de la ligne, et ces demoiselles, dont la clientèle était principalement les salariés de la ligne, effectivement. Et tu sais que les pilotes sont de joyeux fêtards, et il fallait peut-être les réveiller le matin de bonne heure, surtout pour prendre le tram juste à côté et aller à Montaudan. Parce que Montaudan était la base de la Técoère. Voilà. Ah, mais parfait. As-tu une anecdote croustillante sur un des premiers pilotes de la Técoère? Ouais, ouais. Enfin, il y en a tellement que. Bon, mais par contre, il y en a une qui est sympa. Enfin, sympa. Il s'agit de Dieudonné. Je sais pas, tu connais Dieudonné, pas Mbalambala, Dieudonné Coste. D'accord. Dieudonné Coste, qui est né dans la région, et il est surtout connu pour avoir effectué la traversée Paris-New York, mais 3 ans après Charles Lindbergh. D'accord. C'est le sens. Lindbergh l'avait fait lui New York-Paris, et 3 ans après, c'est Dieudonné Coste qui l'a fait dans l'autre sens. Il paraît que dans l'autre sens, c'était C'est beaucoup plus complexe. beaucoup plus Enfin, difficile. plus complexe, ouais, parce que les courants ne sont pas porteurs, et c'est plus compliqué. Ouais. D'ailleurs, Nungesser et Colli se sont plantés, malheureusement. Ils avaient pratiquement réussi, d'après les on dit, ils avaient pratiquement réussi juste avant Charles Lindbergh, mais ils se sont crachés, ils ont disparu du moins dans l'Atlantique Nord. Et il est engagé donc à la Técoère pour faire les vols Paris, Toulouse-Barcelone, Barcelone-Toulouse pour le courrier. Sauf qu'il est arrivé un petit problème, il a transporté un peu de coke.
Ah d'accord, d'accord. Donc il y avait un peu de sucre dans... Il y avait un peu de sucre en poudre dans l'avion. Là, je l'avais amené un peu de Mais bien coke. sûr, voilà, bon, c'était comme des cigarettes, quoi. Bon, malheureusement, ça ne plaisait pas en France, ça n'a pas trop plu. Bon, il n'a pas pris un truc trop grave, il a pris que du sursis. Il a pris du sursis et donc il a été viré. Et oui, alors, ça c'est C'est clair. quand même le minimum. Il a été viré et bon, ça a pas été, il a continué son chemin. Et c'est là qu'après, il devait avoir une entente contre l'aéropostale parce il a fait la traversée de l'Atlantique Sud, ce que tu sais est la fin de la ligne. En fin de Oui, compte, oui. le but c'était d'arriver en Amérique du Sud, passer par Dakar et Arrivé vers Natal, Natal, au ouais, Recife. Dakar Natal, et donc faire la ligne jusqu'en Amérique du Sud. Et donc c'est lui qui a réussi le premier la traversée, devant Mermoz. Ah ben oui, Il a bah, fait déjà 1927, presque juste après Lindbergh. juste après. Mais je crois d'ailleurs que son... Et juste après, puisqu'après, 3 ans après, il fait la traversée oui, mais je crois, du Nord. je crois que son avion, c'était un Breguet 19. Breguet 19, qui s'appelait d'ailleurs en hommage à Neugesser et Colli, Voilà, c'est qui ça. venaient de se cracher, eux, peu de temps avant. D'accord. Enfin, sûrement crachés ou disparus. Et donc c'était un sacré pilote. Je crois qu'il a fait pas mal de raids, etc. Ouais, mais tous ces gens, tous ces pilotes-là sont des héros. Et donc Mermoz l'a fait, lui, 2 ou 3 ans après, je crois. Voilà, mais lui, dans le cadre de l'aéropostale et Du travail. d'une- Mais l'autre, il était viré, donc il ne pouvait plus revenir en arrière. D'autres de pilotes, hein, malheureusement, encore pas terrible non plus, puisque c'était la guerre du Vietnam. Et c'était la fameuse Magic Blue. Ah, Magic Blue, ah oui, Magic il y a Blue. eu un film sur ça. Ouais, Magic Blue, qui était, donc là c'est les Américains qui malheureusement ramenaient les cercueils des GI, et avaient fait des doubles fonds pour mettre la Magic Blue, qui est de l'héroïne, dans les doubles fonds des Donc, cercueils. finalement, la mort des GI, ça a servi à quelque chose. Ouais, malheureusement, si on peut dire. Mais bon, donc déjà les trafics donc de stupéfiants avaient commencé en aérien, et d'abord avec... Voilà, donc nous, en tant que Français, on a inauguré le trafic aérien de stupéfiants. Voilà. Voilà. Et ça, les gens ne le savent pas. Non. Voilà. Non, mais ça, c'est pour ça justement que je fais tout ce périple, si tu veux, c'est pour remettre un peu les choses en ordre. Écoute, Philippe, je te remercie pour tous ces renseignements et pour ces informations. Je suis certain que nos téléspectateurs, hein, parce qu'on est quand même dans les années 30 là, Ah oui, non, on mais parle dans les années pas 30, des youtubeurs là, on parle nous, des nous, on est en bout de téléspectateurs. course, on est... Voilà, apprécieront. Merci beaucoup. D'accord. Ciao, ciao. Il existe une reconstruction de Breguet 14 à Castel-Sarrazin dans la Tarn-et-Garonne. Je tiens particulièrement à remercier Luc, à l'origine du projet, et pilote de l'avion, de m'avoir ouvert les portes de son hangar. Donc voilà le Breguet 14. C'est un avion qui est assez grand hein, par rapport à d'autres petits avions. On voit un peu la dimension. Voilà. En envergure, c'est combien? C'est 15 mètres à peu près? Ouais, ça va être 15 mètres. Voilà, puis il y a un escabeau, donc on va monter dans la machine. Voilà, et c'est le F-Post. Spirit of Montodrome. Et là, on a la dérive arrière. Alors c'est un avion, d'après ce que j'ai compris, qui se pilote pas mal au palonnier parce qu'il y a beaucoup de couples. Voilà, donc voilà, c'est un avion qui est plus grand que je ne pensais. Voilà, donc effectivement cet avion est très solide. Enfin très solide à l'époque, il avait un moteur Renault V12 de 300 chevaux. Et par contre c'était le moteur qui pêchait, mais l'avion en lui-même est vraiment très solide. On peut voir à l'intérieur, effectivement, c'est pas du tout le même poste de pilotage qu'à l'époque. Nous voici dans la bête, prêts à décoller. On est à l'extérieur, cheveux au vent, gage de liberté. Là, les instruments ne sont pas exactement les mêmes qu'à l'époque. Il y en a beaucoup plus. À l'époque, à la place du badin ou de l'horizon artificiel, il y avait une planche sur laquelle on accrochait les cartes. Comme je ne peux pas piloter le Breguet, je vais y aller à moto. Et pour rendre hommage au pilote Marcel Rennes, qui est assurément le plus fou des aviateurs, je vais faire du Razmot jusqu'à Dakar.
Mais avant de prendre la route pour Barcelone, nous allons faire un tour à Montauran, qui est le site historique des lignes Latécoère et plus exactement au musée L'Envol des Pionniers qui retrace les aventures des aviateurs de la ligne. Le clou de ce musée est la reconstruction du Samson 2A2. C'est un avion de reconnaissance, comme le Breguet 14, fabriqué à 500 exemplaires dans les usines Latécoère durant la Première Guerre mondiale. Le Breguet 14, plus fiable que le Samson, sera finalement choisi pour défricher les lignes africaines.